Dernières heures de campagne dans la première circonscription de l'Isère, avec ce jeudi une ex-future première ministre Lucie Castet aux côtés de Lies Loufoque et un ex-premier ministre Gabriel Attal auprès de Camille Galliard-Migné. Quand ils ne sont pas sur les pistes en train de martyriser les vacanciers, les moniteurs de l'ESF peuvent aussi juger les films du Festival de l'Alpe d'Huez sous la houlette cette année du comédien Thomas Sisley. Et puis Éric Vaillant quittera ses fonctions de procureur de la République de Grenoble le 29 janvier. 6 ans marqués notamment par la montée de la violence liée au trafic de drogue, mais aussi les incendies de l'ultra-gauche libertaire. Il est l'invité de ce JT. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 16 janvier 2025, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Dernière ligne droite pour Lies Loufoque et Camille Galliard-Migné, engagés dans l'élection législative partielle de la première circonscription de l'Isère. C'est maintenant ou jamais qu'il faut convaincre. Après Manuel Bompard, Mathilde Panot, Clémence Guettet ou encore Raphaël Garrido, c'est Lucie Castet qui est venue ce jeudi à Grenoble soutenir le candidat de l'Union des gauches. Pour celle qui a failli être première ministre, failli être candidate sur cette même circonscription, il n'y a pas à hésiter. Lies Loufoque est le plus à même de représenter les habitants du territoire, à condition qu'il soit au courant des élections pour dimanche. C'est très important pour moi de pouvoir venir soutenir mon ami Lies dans cette campagne qui est vraiment très importante pour toute l'Union de la gauche. On a vu qu'il y avait une très forte abstention, la participation était très faible au premier tour et donc tout l'enjeu c'est d'expliquer, c'est aussi un enjeu démocratique, d'expliquer à la population qu'il y a une élection partielle ce week-end à Grenoble et dans cette circonscription de l'Isère. Et donc c'est important de pouvoir mobiliser les gens, on sait que ça sera la clé pour le résultat. On fait des porte-à-porte évidemment tous les jours. Quand on fait du porte-à-porte, on rencontre des habitants et des habitantes qui pour la plupart nous disent ne pas avoir été informés de l'existence de cette élection. Donc on espère pouvoir faire la différence dimanche avec un sursaut de participation. Lies est arrivé quand même en tête au premier tour, donc je pense que c'est pour ça que vous avez autant de personnalités qui se regroupent en Isère pour faire cette campagne. Parce que Lies est un représentant de la société civile dite organisée et parce qu'il défend particulièrement les services publics, qui est aussi mon combat. Donc bien sûr c'est un symbole, mais c'est aussi important d'honorer la démocratie en se battant dans chaque circonscription où il y a une législative partielle. C'est à la fois symbolique, mais c'est aussi très concret. Nous sommes présents, nous serons toujours présents et nous continuerons les combats qui sont les nôtres et qui nous animent au quotidien à gauche. Le défi des personnalités de gauche n'est pas terminé puisqu'on attend entre autres vendredi Marine Tondelier, Clémentine Autain et une locale, la présidente du groupe des écologistes Cyrielle Châtelain. De son côté, Camille Galliard-Migné a pu compter ces derniers jours sur les soutiens de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, de François Bayrou, d'Édouard Philippe et toujours au rayon des premiers ministres, c'est Gabriel Attal, patron du groupe Renaissance à l'Assemblée qui après une première visite au marché des Halles en décembre est revenu cet après-midi à Grenoble. Il a mouillé la chemise en allant tracter devant la gare aux côtés de la candidate Ensemble pour la République. Le choix ici pour ce second tour, c'est effectivement un candidat de la France insoumise et donc d'extrême gauche qui n'aime pas nos institutions, qui n'aime pas les institutions, et puis une candidate d'un large rassemblement du centre-gauche au centre-droit qui a les valeurs de la République chevillées au corps, des vraies convictions aussi social-démocrates, elle s'en est jamais cachée. Et donc évidemment, moi j'appelle à se mobiliser massivement en faveur de la candidature de Camille, parce que c'est pas simplement être contre l'extrême gauche ou la France insoumise, c'est aussi être pour un projet, une personnalité, une histoire, une expérience et un ancrage sur le terrain, encore une fois, dans une circonscription qu'elle connaît parfaitement. Parce que je peux vous dire qu'avoir un député constructif, qui est proche du gouvernement, ou un député pas constructif et qui est dans l'opposition systématique, ça vous change la vie dans votre vie quotidienne. Ces dernières années, il n'y aurait pas eu les 450 millions d'euros pour le CHU de Grenoble dans le cadre du Ségur s'il n'y avait pas eu Camille et s'il n'y avait pas eu Olivier Véran. Il se trouve que je connais Camille. Je l'ai vu exercer à l'Assemblée nationale comme députée pendant 2 ans. Je sais les valeurs qui sont les siennes. Je sais tout ce qu'elle a fait aussi pour ce territoire. Vous savez, il y a quelques heures, on était avec les maires de la circonscription qui la soutiennent. Vous avez des maires qui viennent de différents bords politiques qui ont apporté leur soutien à la candidature de Camille Galliard-Migné. Et la première chose qu'ils m'ont dite, c'est quand elle a été députée pendant 2 ans, elle a été extrêmement disponible. Voilà, on l'appelait, on avait un dossier, on avait un problème, elle nous répondait au téléphone, elle nous aidait. Retrouvez Camille Galliard-Migné et Lies Loufoque en débat sur Télé Grenoble ce vendredi à 21h et en replay sur notre site. Gabriel Attal et Lucie Castet se sont, semble-t-il, eux, retrouvés dans le même train de retour. Ils ont promis de se voir au wagon-bar.
Elle passe son tour pour 2025. Monument historique, la Tour Perret ne rouvrira pas au public cette année comme c'était initialement prévu pour coïncider avec son 100e anniversaire. Le chantier qui a pris un peu de retard devrait être achevé avant fin décembre, mais il faudra encore attendre quelques mois pour réaliser les derniers aménagements. Et pour admirer la vue sur les montagnes, du haut de ses 85 mètres, les visiteurs auront alors le choix entre l'ascenseur ou les 550 marches. Œuvre de béton magistrale créée pour l'exposition de la houille blanche, la Tour Perret est fermée au public depuis les années 60. En 2010, un Grenoblois sur 2 voulait la détruire. Un club de football isérois accède au 8e de finale de la Coupe de France de foot. Mercredi soir au stade Pierre-Rajon, Bourgoin-Jallieu, club de National 3, a battu l'Olympique lyonnais, 6e du championnat de Ligue 1. À une trentaine de kilomètres l'une de l'autre, les deux équipes ne s'étaient jamais rencontrées. Après un nul 2 buts partout à l'issue du temps réglementaire, la victoire s'est jouée au tir au but pour finalement s'achever à 4-2. Une victoire qui a donné lieu à de nombreuses scènes de liesse et malheureusement quelques incidents entre les supporters des deux équipes. Et le foot, c'est aussi le championnat de Ligue 2. Pour le GF38, Grenoble va tenter de gagner un 3e match d'affilée vendredi soir face à la Lanterne Rouge, le FC Martigues. Coup d'envoi à 20h au Stade des Alpes. Voilà les monos. Si les moniteurs de ski ont parfois été caricaturés dans des films, à commencer par Fernand Bonnevie dans Les Bronzés, ça ne les empêche pas d'avoir le sens de l'humour. En 2024, le Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez leur a créé un prix remis par un jury de l'École du ski français, initiative renouvelée cette année. Lucille Dailly et Maxime Sonnen ont rencontré les Pulls Rouges et leur président 2025. Comment vous appelez? Yves. Marion. Margot. Florian. Et vous allez regarder des films avec Tomer. Moi, tu t'en fous. Tomer. Pourquoi avoir accepté ce jury des moniteurs, ce jury Alpes? Parce que le festival de l'Alpe d'Huez est un festival unique. De tous les festivals que moi je connais, c'est le festival le plus décontracté. C'est un festival qui est fait pour le public. J'ai envie de dire quasiment par le public, pour le public. Vous voyez, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de garde du corps, voilà. Tout le monde se mélange. Et puis un prix qui est décerné, c'est toujours quelque chose de très subjectif. C'est-à-dire qu'on ne détient pas la vérité. C'est pas parce qu'on va remettre un prix à un film que ça veut dire que c'est le meilleur film. Mais en tout cas, ça engage notre coup de cœur. Et c'est le moment en fait de pouvoir exprimer un coup de cœur. Voilà, dire tiens, ce film-là, il nous a touchés ou il nous a particulièrement fait marrer. Et donc, moi, j'ai sauté sur l'occasion. Et vous allez en parler entre vous, vous allez en débattre. Qu'est-ce que vous attendez justement de ces films-là? Quel cinéphile êtes-vous? Moi, le cinéphile proche de zéro. Non, j'aime bien aller au cinéma, j'aime bien regarder des films. Après, je n'ai pas une culture cinématographique qui est énorme. Et je crois que c'était aussi un peu ce qu'ils recherchaient, du coup. Sinon, ils n'auraient peut-être pas fait appel à des moniteurs de ski. Donc voilà. Donc on n'attend pas nécessairement le planter de bâton. Non, c'est vrai que la comédie, elle a évolué, mais c'est quand même les fondamentaux. Bah ouais, il y a des fondamentaux, c'est comme en ski. Mais après, on est là pour juger un coup de cœur, comme a dit Tomer. Et on va mettre notre côté moniteur au placard pour regarder des films et ça va être vraiment cool. C'est un petit peu impressionnant au début parce que c'est pas du tout notre univers, mais en fait c'est ça aussi qui est super chouette, c'est qu'on se projette dans quelque chose de nouveau et puis je crois que c'est le partage aussi avec Tomer et puis voilà, voir des films en avant-première aussi, c'est une énorme chance pour nous. Oui. Quel skieur êtes-vous, Tomer? Je suis un ancien skieur. Voilà skieur que je suis. Donc c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, vous allez lui donner 2-3 petits coups de main quand même? Alors je crois que malheureusement pour nous, il ne va pas pouvoir faire de ski avec nous, mais on sait qu'il est un excellent skieur. Bon, donc rien à dire, on est humbles aussi tous. Merci, régalez-vous vraiment, on a hâte de découvrir votre verdict. Merci Tomer Sisley. Merci à vous. Le palmarès de cette 28e édition sera dévoilé samedi soir à l'Alpe d'Huez. On s'était habitué à sa présence dans les conférences de presse. Elle croisait parfois sur son vélo dans les rues de Grenoble. Mais d'ici quelques jours, le procureur de la République de Grenoble va quitter la capitale des Alpes pour la Normandie et Caen, mais pas avant de faire un détour sur ce plateau. Bonsoir Éric Vaillant. Bonsoir Madame Brial. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir.
Vous êtes resté 6 ans en poste à Grenoble. Il s'en est passé des choses pendant ces années. Nous n'aurons évidemment pas le temps de revenir sur tous les sujets que vous avez eu à traiter. On va en choisir quelques-uns avant de revenir sur la place croissante du trafic de drogue et ses conséquences. Un mot peut-être sur une autre forme de délinquance que vous avez eu à connaître dès votre arrivée, celle de l'ultra-gauche libertaire et ses incendies criminels de France Bleu Isère à la mairie de Grenoble en passant par le pont de Brignoud. Avant ça, des gendarmeries, ça c'est assez particulier à Grenoble. Oui, vous évoquez avec le trafic de stupéfiants et les attentats commis par l'ultra-gauche libertaire, qu'on qualifie parfois d'ultra-gauche libertaire insurrectionnelle, donc 2 des particularités de la délinquance grenobloise. Il y a grosso modo ce que je qualifie d'attentat, 1 tous les 6 mois à peu près à Grenoble. Donc les derniers, ce sont des transformateurs qui ont été incendiés, des transformateurs de ville, un dans le sud de la ville et un qui alimentait donc l'hôpital de la Tronche. Il y a eu des attentats très graves, avec, vous l'avez rappelé, donc France Bleu Isère, l'église Saint-Jacques, la salle du conseil municipal de Grenoble et le transformateur qui alimentait ST Micro et qui a aussi donc entraîné donc cet attentat, donc des dégradations sur le pont de Brignoud. Donc c'est beaucoup de dégâts, des dégâts importants. Et chaque fois, je saisissais le procureur national antiterroriste en lui disant que selon ma version mon analyse juridique, il s'agissait d'attentats terroristes par intimidation. Jusqu'à présent, donc, le procureur national antiterroriste, qui a le dernier mot, m'a dit non, nous considérons que vous pouvez garder ces incendies et les traiter selon le droit commun. Je pense qu'il faudra à terme qu'il y ait une analyse nationale de ce sujet, parce que Grenoble est vraiment une plaque importante de cette ultra-gauche insurrectionnelle en France. Où en sont les enquêtes ? Les enquêtes, beaucoup sont en cours. Voilà, il y a je peux vraiment rien dire. J'aurais souhaité que nous puissions arrêter donc de ces terroristes au cours de mon mandat. Ce sera malheureusement pas le cas, mais les enquêtes sont lancées. Je ne désespère pas qu'elles aboutissent. Alors Grenoble a toujours eu un lien avec le trafic de drogue de longue date. Les groupes se sont succédés. Ça s'est accentué ces dernières années, le trafic, et vous en avez fait avec vos partenaires l'un de vos chevaux de bataille. Oui, c'est quelque chose de très prégnant donc depuis longtemps donc à Grenoble. Ce qui s'est accéléré au cours de ces derniers mois, c'est surtout donc ces fusillades et notamment celles qu'on a connues depuis l'été. Donc c'est des règlements de compte liés au fait que ce trafic de stupéfiants rapporte énormément d'argent. Donc un point de deal qui fonctionne bien, c'est 30 000 € de chiffre d'affaires jour. Si vous multipliez par 365, vous arrivez à près de 10-11 millions de chiffre d'affaires annuel. C'est énorme. Et ça justifie donc beaucoup de convoitises et beaucoup d'envie donc d'y participer. Donc nous avons engagé un plan donc de lutte contre ces trafiquants, une lutte tous azimuts, une lutte coordonnée, donc policiers, gendarmes, et qui nous a permis donc de faire baisser un petit peu la pression sur certains points de deal. Je me rappelle que quand j'ai commencé donc à intervenir donc à l'Alma, les réparateurs donc d'ascenseurs ou de chauffage ne pouvaient pas intervenir donc dans les logements, souvent des logements sociaux, parce que les dealers avaient dit non, vous ne viendrez pas. Aujourd'hui, à l'Alma, ils sont revenus réparer ce qu'il y avait à réparer quand il y avait des choses à réparer. Donc on arrive à bouger des choses. On a bien travaillé donc aussi avec les gendarmes à Pont-de-Claix. On travaille beaucoup et très bien donc avec Amandine Demort à Échirolles sur le Carrare par exemple. C'est une décision très courageuse qui a été prise de le fermer. On travaille très bien avec le maire de Saint-Martin-d'Air, avec celui de Fontaine. Voilà, on arrive à faire des choses, à faire baisser la pression au bénéfice des habitants. Alors on va revenir justement sur cet immeuble du Carrare, cet immeuble qui était quasiment entièrement squatté par les trafiquants. Pourtant il y avait des habitants, il y avait des bailleurs et cet immeuble, il faisait la loi en quelque sorte. Oui, et donc les trafiquants donc, avaient donc, la main mise sur ce bâtiment. Ils y entreposaient leurs drogues, leurs armes. Ils menaçaient les quelques habitants qui restaient. Ils avaient une superbe base arrière. Et c'était un lieu qui était convoité, puisqu'il y a eu un certain nombre de fusillades qui ont concerné le Carrare. Et donc, par une action coordonnée, là encore, donc, procureur, préfet, maire d'Échirolles, nous avons pris la décision collective donc d'accompagner la fermeture de cet immeuble. Qui est actuellement... Et ça change tout. Voilà. Et ça change tout.
Aujourd'hui, le point de deal n'est pas complètement asséché, il reste à proximité, mais c'est plus la même chose du tout. Voilà, et là, les copropriétaires sont actuellement en train d'effectuer des travaux pour, on l'espère, pouvoir accueillir de nouveau les locataires. Alors, cette guerre des territoires, elle s'est accentuée de façon violente. 42 blessés par balle depuis février 2024, 6 morts dans la métropole, dont un jeune garçon cet automne, un jeune garçon de 15 ans dans le quartier Hoche, tué d'une balle en pleine tête. Ça vous a marqué ? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué lors de mon séjour à Grenoble. Mais ce fait-là en particulier, ces trafiquants, ce sont vraiment des sales types qui profitent de la misère humaine, de mineurs, d'étrangers en situation irrégulière, de personnes sous tutelle ou curatelle, qu'ils délogent chez elles ou ils vont habiter chez elles et ils installent leurs ateliers donc, chez ce type de personnes. Voilà, ils traitent mal leur personnel. Alors certes, ils les payent plutôt bien quand ils les payent, parce que certains qui sont un peu plus faibles... Il y a une prime de risque, il paraît, pour Grenoble. Comment ? Il paraît qu'il y a une prime de risque pour revenir travailler à Grenoble. Oui, depuis qu'il y a toutes ces fusillades, oui, donc la rémunération des dealers a augmenté, notamment donc des guetteurs a augmenté à cause de ces fusillades et du danger que ça représente. Une mort tragique aussi, un dommage collatéral, c'est très vilain comme expression, mais en tout cas, la mort de Lilian Dejean, cet employé municipal grenoblois tué devant la mairie en septembre par un jeune homme bien connu des services de police, notamment pour son implication dans les trafics de drogue. Ce meurtrier a pu être arrêté. Oui, et ça a été un gros travail, je vous prie de le croire, notamment de la part des policiers et évidemment de mon parquet. En moins de 2 mois, donc il a été interpellé en Espagne, donc une très bonne coopération donc aussi avec nos collègues espagnols. C'est pas cet homme, ce suspect donc, du meurtre de Lilian Dejean donc, était évidemment lié au trafic de stupéfiants, mais ce jour-là, la mort de Lilian Dejean n'a rien à voir avec le trafic de stupéfiants. Et là, on a eu des caméras qui ont filmé la scène. Mais cette scène, elle est tragique, parce qu'on voit tout. Mais en tout cas, ça montre aussi la violence que peut créer l'ambiance. Oui, et puis là, en l'occurrence, c'était de la violence totalement gratuite. Il n'était pas mis en danger par Lilian Dejean du tout. Alors, en revanche, c'est une jeune fille, et là, on peut... prétendre qu'il y a un lien avec le trafic de drogue et la guerre des gangs. Une jeune fille a été blessée il y a une dizaine de jours à Échirolles, dans un parc, un soir, alors qu'elle promenait son chien. Elle a toujours une balle dans la jambe. Tout à fait. Et là, donc, cette jeune fille, cette fusillade est bien liée donc, au trafic de drogue, il n'y a aucun doute. En revanche, cette jeune fille n'a, elle, rien à voir avec le trafic de stupéfiants. Et c'est une victime dite collatérale. Voilà. Elle était là au mauvais moment. Comme cette personne qui s'est fait donc, tuer sur un point de deal qui était d'origine italienne et qui est morte donc, de cette fusillade. Alors certes, c'était un consommateur de stupéfiants qui venait sur un point de deal acheter des stupéfiants. Mais enfin, ça ne justifie pas de mourir quand même. Avec ces affaires, vous êtes devenu un procureur très médiatique. Vous avez d'ailleurs noué des relations particulières avec les journalistes, créant même un groupe WhatsApp qui compte ce jour 323 membres. Vous voulez mieux faire connaître le travail de la justice et ça passe aussi par la presse ? Oui, c'est ma conviction forte. Je pense que nos concitoyens sont très méfiants envers leurs institutions, envers leur justice en particulier. Ils nous considèrent comme laxistes, inefficaces, trop lents, etc. Et ce métier, je l'aime, j'y consacre beaucoup de temps, mes collègues y consacrent également beaucoup de temps, et je trouve qu'il faut que par votre intermédiaire, les médias, nous faisions savoir à nos concitoyens que nous faisons plein de choses bien, et que nous nous occupons donc de la sécurité de nos concitoyens. Et c'est pour ça que je communique autant. Mardi, lors de l'audience solennelle de rentrée de la Cour d'appel de Grenoble, le procureur général Christophe Barré s'en est pris aux avocats qui ont fait de leur spécialité la défense des narcotrafiquants et qui, au-delà des questions morales, évidemment, invoquent sans cesse des procédures, des nullités qui ralentissent aussi la justice. Est-ce que vous êtes d'accord avec Christophe Barré ? Ce que je remarque, c'est qu'évidemment, les avocats font leur métier d'abord. Et leur métier, c'est de défendre leurs clients. Et pour défendre leurs clients, ils utilisent tous les moyens du droit. Ils utilisent le droit. Comme moi, j'utilise le droit pour poursuivre ceux qui ont commis des actes de délinquance. Donc, ils font leur job. Et si on n'est pas satisfait de ce qu'ils font, en fait, il faut qu'on modifie les lois. Et je prône que certaines lois soient modifiées, que le régime des nullités de procédure soit modifié pour être rendu moins facile. Voilà. Mais c'est à la loi d'agir. Et les avocats font juste leur job. Donc, vous allez nous quitter à la fin du mois. Vous savez qui va vous remplacer ? Non. Et puis, c'est même pas un secret de polichinelle, c'est un secret tout court. Il y a quelques noms qui circulent, mais rien de sûr. Donc, vraiment, je ne pourrais pas vous donner de nom aujourd'hui.
Merci beaucoup d'avoir été présent dans ce JT, Éric Baillan. Merci à vous. C'est donc la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Assure la météo. Excellente soirée à tous.